Alors pour celles qui ne m'avaient pas vue l'année dernière, je vais juste me représenter rapidement. Donc je m'appelle Thérèse, j'ai 30 ans et j'ai créé il y a 3 ans un blog qui s'appelle Femmes à part pour mettre en valeur l'élégance et la décence féminine, notamment à travers les vêtements. Et en faisant des recherches par rapport à ça, je me suis beaucoup intéressée au sujet de la vocation de la femme, parce que la façon dont on s'habille aussi est tout à fait, est intimement liée à notre vocation, à notre nature propre. Et au fur et à mesure que j'ai fait toutes ces recherches, ces études, ces lectures, etc., je me suis heurtée à un sujet qui est assez, on va dire, délicat, qu'il est assez délicat d'aborder aujourd'hui, et qui est le féminisme. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, féminité versus féminisme. Et tout ce que... Dès qu'on parle aujourd'hui des particularités de la nature de la femme, dès qu'on parle un peu la différence homme-femme, les devoirs qu'on a, parce qu'on parle beaucoup de droits aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de devoirs. Dès qu'on parle de tout ça, en fait, on se heurte très souvent, et ce, dans tous les milieux, à des féministes ou à des femmes qui nous disent vraiment mais ça va pas, tu peux pas être contre la femme, tu peux pas dire tout ça, on est obligé d'être féministe aujourd'hui, sinon ça veut dire un peu qu'on trahit les femmes, on trahit aussi les hommes, enfin c'est vraiment politiquement incorrect. Et on va dire que la révolte féministe fait vraiment beaucoup de mal, déjà aux femmes en premier, mais aussi aux hommes et à la société de façon générale. Il y a beaucoup de mouvements dans le féminisme, beaucoup de figures différentes. L'historique, ça serait vraiment très long de faire un historique. Aujourd'hui, mon objectif, c'est pas de vous donner un historique complet, précis, avec beaucoup de dates, de noms, etc. sur le féminisme, parce que ça serait vraiment très long. C'est plutôt de vous faire comprendre globalement ce qu'est le féminisme, de vous faire comprendre également toutes les stratégies, toutes les manières d'opérer des féministes à l'heure actuelle, parce que vous allez forcément en rencontrer, on en voit vraiment dans tous les milieux, même dans le milieu catholique, il commence à y en avoir beaucoup. Et c'est pour vous aider en fait à décoder un petit peu leurs attitudes, leurs arguments, pour pouvoir déjà ne pas vous laisser, contaminer ou pas vous laisser avoir, et savoir aussi leur répondre, vous positionner et protéger un petit peu tout ce qu'elles cherchent à détruire finalement. Donc quand on prend conscience de tout cela, après c'est plus facile un peu de vivre à contre-courant. De toute façon, à l'époque actuelle, pour plein de choses, on est toujours un petit peu à contre-courant de la société, mais quand on connaît et qu'on a des idées bien claires et qu'on comprend tout ça, c'est beaucoup plus facile après de rester droite, de rester aussi épanouie dans sa vraie nature de femme, parce que les féministes ont aussi beaucoup tendance à nous faire croire qu'on est toutes très malheureuses comme on est, et à nous faire croire que être des femmes c'est horrible, être à la maison c'est encore plus horrible, être des mères n'en parlons même pas. Donc un peu pour vous aider à comprendre tout ça et à rester bien épanoui et bien dans votre peau. Donc pour commencer, dans une première partie, je vais un peu parler la définition du féminisme, qu'est-ce que c'est, historiquement un petit peu comment c'est né, vous donner quand même 2-3 noms, 2-3 grandes idées, on va dire, du féminisme. Je vous parlerai également un peu des méthodes féministes, de leur manière d'agir, de la façon dont elles argumentent, dont elles sont dans les médias, ce qu'elles nous essayent de nous faire croire ou de nous dire un peu à longueur de temps. On parlera aussi évidemment de quelques incohérences dans les combats féministes. Dans une deuxième partie, je vous apporterai déjà quelques réponses. Alors je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à tout, mais un petit peu pour vous donner déjà des éléments de réponse, vous apprendre à un peu déconstruire quelques arguments féministes et essayer de montrer en quoi elles ont tort et comment on pourrait nous y répondre, notamment par rapport au travail ou ce qu'elles appellent la liberté de disposer de son propre corps. Et enfin, pour terminer sur une partie un peu plus positive, je vous parlerai de quelques remèdes au féminisme pour pas être... je pense qu'on a vraiment chacune notre rôle à jouer. Il ne faut pas se laisser enfermer justement dans cette spirale féministe qui est très, très négative, très destructrice. Et je pense que même si on est une minorité, c'est un peu comme les catholiques aujourd'hui, être anti-féministe, c'est vraiment politiquement incorrect. Mais je pense par contre qu'on peut vraiment, nous, chacune à notre niveau, faire beaucoup de choses pour que ça change et pour qu'en tout cas autour de nous, petit à petit, on soit des vraies femmes bien dans leur peau,
qui n'écrase pas les hommes, qui ne s'écrase pas non plus elle-même. Voilà, juste une femme normale, à sa juste valeur, et qui catholique, rayonnante et bien dans sa peau, tout simplement. Donc voilà, pour commencer, je vous reprécise donc que je ne vais pas faire une étude ou une analyse très exhaustive ou très poussée. Je vais vraiment m'attacher à parler du féminisme de manière générale. Parce que ça aussi, dès qu'on commence à parler du féminisme, on va tout de suite, j'ai eu beaucoup d'arguments, on m'a tout de suite dit « Ah non, mais tu sais, il y a aussi un féminisme chrétien » ou « Non, il y a aussi le féminisme différentialiste ». Non, mais attends, le féminisme, tu ne peux pas le réduire à ça, il y a ça aussi. Donc c'est vraiment un sujet très, très, très vaste. Donc là, je m'intéresse, on va dire, au concept de féminisme, ce féminisme qui veut finalement prôner la supériorité de la femme, sa prépondérance sur l'homme, au lieu de la complémentarité homme-femme qui est plus du bon sens et de la nature même des choses. Donc je vais vous donner la définition quand même de Wikipédia pour le féminisme. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun: définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes. Le féminisme a donc pour objectif d'abolir dans ces différents domaines les inégalités hommes-femmes dont les femmes sont les principales victimes et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la société privée. Donc là, on voit vraiment... Il y a déjà une petite phrase qui peut un petit peu nous interpeller. Donc, les inégalités hommes-femmes dont les femmes sont les principales victimes. Donc déjà, on part du principe que les femmes sont victimes, on va dire. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui revient tout le temps dans le féminisme, que les femmes, ça fait 2000 ans ou plus, depuis le début de notre existence, on est vraiment victime d'inégalités, on se fait avoir de tous les côtés, on se fait écraser, on n'a aucune liberté, on est vraiment toutes très malheureuses et très mal dans notre peau depuis le début de l'humanité, selon cette définition. Et je vous en donne une autre ça c'est une personne qui est Louise Toupin, qui est docteure en sciences politiques, et elle s'est spécialisée dans les études féministes. Et elle définit le féminisme comme une prise de conscience, d'abord individuelle puis ensuite collective, suivie d'une révolte contre l'arrangement des rapports de sexe et de la position subordonnée que les femmes y occupent dans une société donnée à un moment donné de son histoire. Il s'agit aussi d'une lutte pour changer ces rapports et cette situation. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle parle vraiment d'une position subordonnée de la femme dans une société donnée et à un moment donné. Donc déjà, c'est très différent. Elle ne dit pas que depuis toujours, les femmes sont écrasées ou victimes d'injustice, mais elle parle bien d'une révolte par rapport à des choses concrètes à un moment donné. Et ça, justement, je vais vous en parler tout de suite. Donc on peut dire que le féminisme est à peu près né en même temps que la Révolution française. En tout cas, là, je parle vraiment féminisme en France. Le terme en lui-même, la première fois qu'on le voit en France, c'est Alexandre Dumas fils qui l'écrit, en fait, qui l'emploie. Et donc le féminisme est né, donc les femmes ont commencé à se révolter par rapport à ce qu'elles considéraient, on va dire, comme des injustices. Elles veulent récupérer leurs droits. Par exemple, il y a donc une des figures connues, c'est Olympe de Gouges. Ça, je pense que vous pourrez peut-être en entendre parler, qui voulait, par exemple, donc à la Révolution française, comme vous le savez, il y a eu la Déclaration des droits de l'homme, et elle voulait faire la Déclaration des droits de la femme. Voilà, pour vous montrer tout de suite, elle cherche à contrebalancer, alors que la Déclaration des droits de l'homme, évidemment, était de l'homme dans le sens humain, pas de l'homme, c'était pas des droits que pour l'homme, et la femme n'en avait pas, évidemment non. Et elle disait notamment, puisque les femmes peuvent monter à l'échafaud, il faut qu'elles puissent monter à la tribune, donc pouvoir être impliquées dans la vie politique. Il y a eu ensuite, pour vous montrer justement des injustices réelles, parce que ce que je suis en train de dire, c'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune injustice, que la vie des femmes a toujours été vraiment, que la femme a toujours été l'égale de l'homme, qu'il n'y a eu aucun problème, etc. Mais en tout cas, ce que les féminismes veulent nous faire croire, c'est qu'on a toujours été victime, toujours été malheureuse. Mais par contre, une des choses sur lesquelles, par exemple, effectivement, il y a une grave injustice, c'est le code, par exemple, le code civil de Napoléon, qui a été promulgué en 1804. Et il y a un des articles, bon là je l'ai en entier, je ne vais pas vous le lire, mais qui considère
la femme au même niveau, il met la femme au même niveau que les fous, les mineurs, les enfants. Voilà. Donc là, effectivement, il y a une réelle... Là, on atteint même, j'allais dire, presque la dignité de la femme. Il y a aussi beaucoup de choses sur le divorce, le mariage. Donc si, par exemple, le mari est infidèle, il lui arrivera... La loi le punit, mais vraiment très, très faiblement, alors que la femme, pour le coup, si elle est adultère, là, elle est très gravement punie par la loi. Elle ne peut pas disposer de ses biens personnels, elle n'a pas de droits politiques, elle est vraiment sous la tutelle de son mari tout le temps. Donc là, effectivement, c'est un texte qui est assez... qui considère vraiment la femme comme un peu une moins que rien, une enfant, quoi, qui est incapable de réfléchir ni quoi que ce soit. Donc ça, effectivement, c'est une réelle injustice. Mais tout ça, c'est une régression par rapport à l'Ancien Régime, par rapport au Moyen-Âge. Donc Menehould en a parlé ce matin. Et c'est vrai qu'au Moyen-Âge, la femme, donc, si vous lisez le livre de Régine Pernoud, vous verrez bien qu'en fait, les femmes, elles avaient beaucoup d'influence sur la société, beaucoup de droits, que ce soit en... Il y avait vraiment déjà des très grandes saintes, des très grands médecins, donc Saint-Hildegarde par exemple. Il y avait toutes ces femmes qui administraient leur domaine, qui, si leur mari était parti ou même si elles étaient veuves, elles administraient, voilà, c'était presque comme des petits villages parfois, donc vraiment elles avaient beaucoup de pouvoir, enfin c'est pas vraiment de pouvoir, c'est plutôt de responsabilité, et voilà, elles le faisaient et elles le faisaient très bien, et jamais elles ont été mises de côté ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est plus vraiment à certaines époques, il y a eu certaines choses, mais en tout cas c'est un des mensonges du féminisme de dire que la femme a toujours été considérée comme une moins que rien, considérée comme une esclave. Ça, c'est sûr que c'est faux. Et après et donc quand je dis c'est faux, c'est objectif, c'est-à-dire c'est vraiment, voilà, il suffit de relire le livre de Régine Pernoud ou d'autres ouvrages comme ça. C'est historiquement, c'est prouvé que les femmes avaient de l'influence, avaient une place, pouvaient s'exprimer sans problème. Et alors, donc après la Révolution, il y a eu déjà toute une révolte des femmes à cette époque-là, et je pense que la deuxième plus grande vague féministe en France, c'était surtout donc au moment des années 50-60 avec le mouvement de libération de la femme. Là, je vous cite vraiment un ouvrage qui est connu et qui est considéré vraiment comme le fondement du féminisme en France. Donc l'ouvrage, c'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est paru en 1949. Et voilà, où là, c'est vraiment, on le prend toujours comme référence parce que c'est un peu l'ouvrage où voilà, elle parle... Elle veut libérer la femme de tout son carcan, de tout ce que la société lui impose, de la maternité, par exemple. Elle pense que c'est l'aliénation de la femme. Et après, il y a vraiment différents courants qui vont se développer. Le féminisme socialiste, anarchiste, différentialiste, radical, etc. Donc là, il y a vraiment... C'est pour ça que je vous dis, ça aurait été vraiment trop long de vous faire tout un historique. Là, vous avez un peu les grandes lignes et quelques données importantes. Et voilà, c'est déjà tout à fait suffisant. Et quand on étudie un petit peu le féminisme et qu'on regarde un peu ce qu'il y a derrière, les idées, etc., on s'aperçoit que le féminisme est aussi très lié, très fortement un peu tout ce qui est laïque, enfin, l'anticléricalisme, l'athéisme, la franc-maçonnerie, évidemment. Il y a toute une volonté, on va dire, de destruction de la famille. Il y a aussi la volonté d'éduquer l'enfant, enfin, que l'enfant soit éduqué par l'État au lieu de le laisser dans la famille. On fait un peu croire, c'était la fondatrice de la méthode Montessori qui disait il faut faire croire à l'enfant qu'il est libre alors qu'il ne l'est pas. Et c'est un petit peu pareil avec la femme, on veut essayer de lui faire croire qu'elle est libre, indépendante, qu'elle peut faire ce qu'elle veut et que c'est seulement en se rebellant contre sa nature qu'elle va être heureuse et épanouie, alors qu'au contraire, elle rejette sa propre nature, donc elle ne peut être que malheureuse finalement. Et ça, il y a aussi pas mal d'écrits, de lettres, etc., de francs-maçons qui essayent vraiment de détruire la femme pour pouvoir détruire la société derrière, aussi avoir les enfants de leur côté, etc. Et donc qui, pour détruire la société, se servent de la femme, parce que c'est quand la femme un peu va perdre va se rebeller contre sa nature, va aussi s'éloigner de la religion, que finalement elle va mal influencer sa famille ou même ne plus avoir de famille, et ça détruit petit à petit la société. Et dans une lettre entre deux francs-maçons qui est assez connue, je vous en lis un extrait. « Pour abattre le catholicisme, il faut commencer par supprimer la femme. Mais puisque nous ne pouvons pas supprimer la femme,
il faut la corrompre avec l'Église. Donc voilà, ils peuvent pas de front vraiment attaquer la femme, donc ils essayent de la corrompre, de lui mettre des idées en tête, etc. Donc c'est un peu, voilà, féminisme et laïcité, c'est un petit peu, on sort Dieu de la sphère publique, on veut que la foi se cantonne au foyer, à la famille, et en parallèle, on veut sortir la femme du foyer, on veut l'extérioriser, on veut un peu l'éloigner de sa famille pour la mettre dans la sphère publique, donc notamment voilà, lui faire croire qu'en fait son travail à l'usine, autrefois à l'usine et puis maintenant son travail dans les bureaux, voilà, est plus important, et tout ce qui est maternité, éducation des enfants, etc., ça, surtout, ça doit passer au deuxième plan. Ça, c'est vraiment l'idée féminisme, et ça qu'on retrouve un peu dans tous les mouvements, pour le coup, voilà, que surtout la maternité ne doit pas être un frein pour la femme, ça doit venir après. D'abord, il faut qu'elle s'épanouisse, je ne sais pas, dans ses relations sentimentales, dans son travail, dans ses voyages, etc. etc. Et si jamais la maternité vient dans son plan et que ça lui convient, là, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vraiment mis au second plan. Et donc, c'est là qu'on voit que le féminisme va vraiment... Parce que, comme je vous disais, il y a aussi un certain féminisme qui se dit chrétien. Donc, c'est vrai que ça, je pense qu'il faut aussi se méfier, parce qu'on peut un peu se dire... voilà, moi, j'ai déjà parlé à des filles comme ça sur mon blog, et qui me disent attention, il ne faut pas mettre tout le féminisme dans le même panier, il y a aussi le féminisme chrétien qui n'est pas non plus si extrême que ça, etc. Mais en fait, on voit que dans son essence même, dans l'idée du féminisme, il y a vraiment cette idée de révolte, non seulement de révolte contre la société et contre l'homme, mais aussi de révolte contre sa propre nature, contre la maternité est inscrite dans la nature de la femme, c'est physiquement comme ça, et tous les mois, la nature nous le rappelle. Mais voilà, le féminisme va vraiment à l'encontre de notre nature propre, en fait, et de notre vocation, même au-delà de la religion ou de notre foi. Je veux dire, ça, c'est vraiment du bon sens, c'est la nature qui est faite comme ça. Pour vous parler un petit peu des méthodes féministes, alors justement, j'ai essayé un petit peu de penser, moi, voilà, à travers le blog ou les échanges que je peux avoir avec beaucoup de femmes, j'ai essayé un peu d'analyser, de comprendre leur façon de fonctionner. On le voit aussi dans les médias, et notamment quand on dit, par exemple, ah ben non, moi je suis contre les féministes, ou en tout cas, je suis vraiment, voilà, je me méfie un peu, ou j'adhère pas complètement. Tout de suite, on va vous dire mais t'es pas d'accord, toi, t'es pas contente d'avoir ton propre compte en banque, de pouvoir voter, d'avoir le droit, voilà, de pas être sous la tutelle de ton mari, d'être considérée, voilà. Tout de suite, en fait, les féministes vont vous donner des arguments très concrets, on va dire, sur des petites choses comme ça. C'est vrai que c'est difficile en face, vous n'allez pas dire ah bah non, moi je préférais ne pas avoir de compte en banque ou quoi que ce soit. Donc elles vont vous mettre des toutes petites choses qui sont effectivement, on va dire, qui peuvent être des victoires que l'on a eues grâce aux féministes, on va dire, qui travaillaient là-dessus, qui ont lutté pour ça, mais elles vous montrent un tout petit côté positif, et par contre, toute l'erreur derrière, en fait, c'est pour faire accepter un petit peu leur vérité à elles, donc, qui est donc une erreur, et elles montrent le petit côté positif auquel on peut adhérer en toute bonne conscience, en toute bonne foi. Et en fait, c'est dangereux parce que c'est ça aussi qui nous met un peu le premier pied dedans. Donc c'est comme si je vous disais, tiens, moi je connais un communiste qui est très généreux, qui donne beaucoup d'argent aux pauvres, ou je sais pas quoi. Oui, d'accord, alors peut-être qu'il est généreux, peut-être qu'il a des qualités, peut-être, je ne dis pas qu'il est complètement mauvais parce qu'il est communiste, mais ça ne change rien, le communisme est mauvais en soi. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça avec le féminisme. Il ne faut pas se laisser avoir par des arguments où il y a eu effectivement de vrais progrès contre de vraies injustices, comme je le disais au début, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est obligé d'adhérer à tout ou de considérer que, non, allez, grâce aux féministes, on est toutes là aujourd'hui, on peut tout exister, voilà. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment une distorsion de leur raisonnement. Et elles fonctionnent beaucoup, justement, elles sont assez violentes, généralement. Alors là, pareil, je parle de façon générale, parce qu'il y en a tout de suite qui vont vous dire « Ah non, moi, je suis féministe, je ne suis pas violente, je ne suis pas comme ça, j'impose rien. » Mais en fait, si, la plupart des féministes sont quand même comme ça.
donc assez violentes. On peut penser aux Femen, par exemple, je pense que vous voyez à peu près, donc toutes ces femmes qui se dénudent et qui crient dans les églises, qui profanent, qui font un peu des actions un petit peu coup de poing, mais qui sont très vulgaires et qui donnent vraiment une très mauvaise image de la femme. Elles fonctionnent aussi beaucoup par intimidation, c'est toujours très... elles intimident, elles sont un peu... elles font presque pas peur, mais en tout cas, on se sent toujours un peu... en minorité, on se sent un petit peu mal d'être contre elles parce qu'il y a aussi beaucoup de culpabilisation. Elles font vraiment culpabiliser très très souvent. Si on a une autre opinion, on est vraiment... moi si je dis que, avec mes collègues ou parfois à travers mon blog, si je dis que je suis anti-féministe, tout de suite on me fait me sentir mal et me dire que c'est à cause que je trahis les femmes, que c'est à cause de moi qu'il y a encore des femmes... soumises à leur mari ou qui sont exactement. Je soutiens donc, comme je suis anti-féministe, ça veut dire que je soutiens les violences conjugales, par exemple. Vraiment des espèces de raccourcis pour en fait décourager les gens aussi d'avoir leur propre opinion, empêcher de réfléchir. Et c'est vrai que comme on se sent vraiment seul et très politiquement incorrect, c'est toujours assez. Faut vraiment être convaincu de ses opinions pour continuer à rester dans le bon chemin, on va dire. Quand je parle de victimisation, par exemple, c'est un petit peu les mêmes méthodes aussi que pour ce qu'on appelle le racisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles vont prendre... Les féministes vont profiter de vraies injustices ou alors de choses qui ont vraiment eu lieu pour ensuite se mettre tout le monde de leur côté. Et par exemple, il y avait une féministe qui avait perdu un débat télévisé et qui avait appelé ça une violence faite aux femmes. Juste parce qu'elle avait perdu, en fait, au lieu de considérer, j'ai perdu un débat. Et donc, elle avait dit que c'était une violence faite aux femmes. Tout de suite, disons que souvent, elles utilisent le féminisme ambiant pour se protéger, pour gagner des avantages, etc., etc. C'est vraiment un lavage de cerveau. Maintenant, la galanterie, elles appellent ça du sexisme. Ou tiens, les hommes nous considèrent comme faibles, alors que pas du tout. Elles ont aussi des... elles ont toujours des... Parfois, ça devient vraiment absurde. Par exemple, elles vont commencer à dire, physiquement, généralement, c'est encore ça je vous le dis bien de façon générale, physiquement, la femme est plus faible, en tout cas moins forte que l'homme. Il suffit de le voir pour pour les examens, les concours d'admission au RAID, au GIGN, ou je sais pas quoi. Ils disent que c'est ouvert aux hommes et aux femmes, mais que... pour que ça soit tout à fait égalitaire, ils font les mêmes exercices à tout le monde. Et effectivement, il n'y a quasiment aucune femme, je crois, qui a réussi les exercices physiques d'entrée les examens d'entrée pour aller donc dans l'élite de la police. Et donc, on voit bien que généralement, les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes. Et elles vont dire « Ah, mais ça, c'est normal, c'est parce que depuis la nuit des temps, les hommes nous privent de viande. » Alors voilà, elles inventent, en fait, il y a toujours des explications comme ça c'est ce que je vous disais, ça, sur la victimisation, même en dépit du bon sens. Et c'est vrai que parfois, face à ça, on a presque même plus d'arguments parce qu'en fait, ça verse tellement dans l'absurde. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer cette culpabilisation et c'est toujours essayer de tourner à leur avantage. Tout ce qui est lobbying aussi, alors ça, je ne sais pas si vous l'aviez entendu récemment, mais il y a eu la Coupe du Monde de football féminine récemment. À ma connaissance, c'est la première année où on en entend vraiment parler dans les médias, etc., etc. Et pourquoi tout le monde s'est presque senti obligé de regarder, de soutenir, de s'y intéresser, etc. Parce que on nous lave tellement le cerveau et on nous matraque que c'est important. Puis c'est pas normal que les hommes, tout le monde aille les voir jouer au foot et puis les femmes, personne s'y intéresse, comme c'est triste. Et puis c'est vraiment, si vous n'allez pas soutenir les femmes alors que d'habitude vous allez voir les matchs de foot masculins, c'est que vous êtes sexiste, machiste, contre les femmes, etc. Donc il y a tout ce lobby aussi, on va dans les médias, toujours, on va un peu de façon... Alors, je dis pas que c'est mauvais de mettre en avant les femmes, ou il y a des femmes qui font des choses très bien, que ce soit en sport ou en musique ou autre, ou politiquement, ou peu importe, mais on va dire que là, c'est vraiment fait d'une façon très artificielle. C'est vraiment mettre en avant pour mettre en avant, comme si la femme par elle-même ne vaut pas grand-chose, n'est rien, la pauvre, elle est victime, elle est vraiment nulle, et il faut de façon très artificielle
toujours la promouvoir, la mettre en avant. Et j'avais, alors notamment, il y a toutes ces histoires, par exemple, de quotas. Il faut des quotas. Alors, je ne sais pas si c'est encore à l'heure actuelle, mais je pense que c'est encore d'actualité. Mais je sais que pour le premier gouvernement formé par Emmanuel Macron, il y avait exactement 6 hommes ou 8 hommes et 8 femmes. Enfin, il y avait exactement une parité. Il y avait vraiment la parité entre hommes et femmes dans le gouvernement. Et on peut se dire que, ça se trouve, il y avait plus de femmes que d'hommes qui étaient compétentes, ou plus d'hommes qui étaient compétents, ou je ne sais quoi. Mais non, on veut vraiment que ça soit, au lieu de le faire sur les capacités intellectuelles, les vraies compétences, etc., on fait vraiment une espèce d'égalité très artificielle, très, qui n'a pas grand intérêt, on va dire. Et donc voilà, et moi j'avais notamment, j'habite à Paris et je suis dans une station je passe souvent à la station de métro Cluny-la-Sorbonne, et c'est une station de métro sur le plafond en fait au-dessus des rails, il y a des signatures de grands hommes ou artistes je sais plus de quelle époque, mais on voit la signature en faïence, la signature de Molière, la signature de... Enfin, je sais plus, il y a plein de personnalités connues comme ça. Et je crois que sur 20 signatures, il y a peut-être 1 ou 2 signatures seulement. Il me semble que c'est Marie Curie. Et la deuxième femme, je ne sais plus. Et il y avait quelqu'un qui avait tagué le petit tableau qui expliquait un peu l'historique en disant « Ah voilà la société sexiste et c'est comme ça que vous diminuez la valeur des femmes. » Voilà. Donc je suppose qu'il aurait fallu exactement prendre... le même nombre de signatures pour que tout le monde soit content. Mais voilà, c'est vraiment une parité très artificielle. Et c'est Gabrielle Viala qui l'explique très bien dans son livre « Recevoir le féminin ». Et elle dit « Bien des intuitions ou des idées féminines ont certainement été promues ou défendues par des plumes masculines sans que les femmes n'y prennent ombrage. Il n'y a guère que l'époque contemporaine pour chercher à comptabiliser les soi-disant grandes femmes qui apparaissent alors moins nombreuses au détriment de la valeur perçue de la femme. La comparaison s'avère purement artificielle quand on prend conscience que les titres honorifiques sont la reconnaissance d'une autorité, d'un pouvoir, l'enjeu d'une compétition sociale, à ce titre un critère plutôt masculin. L'expérience de tout un chacun prouve que l'on rencontre autant d'hommes médiocres que de femmes médiocres, comme autant de femmes remarquables que d'hommes remarquables. » Donc voilà, il faut tout simplement arrêter de vouloir une égalité qui est vraiment artificielle et un peu faite faite de montée de toutes pièces comme ça, parce que tout ça aboutit à beaucoup de tensions entre les hommes et les femmes. On met dans la tête des femmes qu'elles sont victimes depuis des années de la méchanceté, du patriarcat oppresseur, comme on dit aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup de femmes qui ont aussi vraiment ce désir cette haine et ce désir de vengeance envers les hommes. Voilà, on veut leur faire payer tout ce qu'ils nous ont fait pendant tant d'années. Il y a aussi beaucoup de tensions entre les femmes, finalement, qui apparaissent. Il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent ne pas se marier, aller de leur côté. C'est de plus en plus à la mode des mouvements entiers d'hommes qui refusent en fait de s'engager avec des femmes et qui préfèrent rester célibataires ou rester dans leur coin parce qu'ils estiment que c'est très difficile maintenant pour eux de trouver leur place à l'heure actuelle, puisqu'ils sont considérés comme des oppresseurs, comme vraiment les grands méchants qui font toujours du mal aux femmes. S'ils aident les femmes, c'est pas bien, parce que ça veut dire que les femmes sont faibles. S'ils les aident pas, c'est pas bien non plus, parce qu'ils laissent les femmes toutes seules. Donc voilà, vraiment, ils ont du mal à trouver leur place. S'ils sont virils, on va dire qu'ils oppressent, et s'ils sont trop féminins, entre guillemets, on va dire, lui, voilà, il manque un peu de cran, parce que je pense qu'instinctivement, finalement, les femmes, elles ont quand même envie d'avoir un homme fort à leur côté. Ça ne veut pas dire un homme qui les écrase, mais voilà, quand même un homme qui a du caractère, etc. Donc ça, c'est vrai que les hommes aussi s'y perdent un petit peu, finalement. On a beaucoup de femmes qui deviennent assez manipulatrices aussi, comme je vous le disais, pour ces histoires de quotas. Et puis quand on sait que finalement, quand on se pose en victime aujourd'hui, on peut un peu tout obtenir. Voilà, il suffit que pour un emploi, on commence à dire « Ah, si vous me refusez, c'est parce que je suis une femme ». Et puis voilà, finalement, on peut un peu jouer là-dessus ou faire culpabiliser les gens pour dire que voilà, c'est un peu nous qui sommes les victimes et qu'il faut nous accepter partout. Les femmes deviennent vraiment des objets et à travers elles, la société réussit à détruire la famille. Et finalement, ce sont les féministes qui accusaient
les hommes d'être des oppresseurs, c'est finalement les féministes aujourd'hui qui sont vraiment les vrais oppresseurs dans la société actuelle. Comme je vous le disais, voilà, les hommes, ils ont peur d'être galants, ils ont peur d'aborder les femmes, ils ont peur d'être virils, ils ne savent plus trop se positionner. Parfois, ils se sentent même inutiles. Et voilà, on fait croire un petit peu aux femmes que le seul moyen d'arriver un peu à une égalité des droits, au bonheur, etc., c'est le féminisme. Il n'y a que par là, c'est un peu le moyen de se sauver. Et le seul moyen pour elles, voilà, d'être heureuse et de se sauver, c'est de ressembler aux hommes, que ce soit voilà, le travail, dans l'habillement, les performances physiques, etc. Voilà, c'est vraiment le but, ressembler aux hommes, puisque visiblement, la féminité en tant que telle ne semble pas avoir beaucoup de valeur à leurs yeux. On peut cependant noter quelques incohérences. Comme le disait, alors ça je l'avais lu dans le livre de Lucie Chauffret, L'effroyable imposture du féminisme. Ah non, ça c'était plutôt, pardon, c'était dans Adieu Simone le nom de l'auteur. Gabrielle Cluzel, voilà. C'est dans Adieu Simone de Gabrielle Cluzel, donc qu'elle dit que les féministes soignent les mots, M-O-T-S, plutôt que les mots, M-A-U-X. Et c'est vrai qu'elle s'attache toujours vraiment à des choses très... souvent à des choses assez superficielles. Et voilà, par exemple, tout ce qu'on a vu dans les années précédentes, là, sur l'écriture inclusive, sur le fait, tiens, les règles d'orthographe, pourquoi c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin, les règles d'accord, etc. Voilà, elle se focalise un peu sur des choses comme ça en disant que même la grammaire française est sexiste, au lieu de se focaliser sur des vrais combats, des vraies choses. Par exemple, elles ne disent quasiment jamais rien sur l'islam, alors que la place de la femme dans l'islam, bon, déjà évidemment le voile islamique, le fait qu'il me semble que la femme en islam ne peut pas hériter tout, enfin elle a je crois que la valeur de son témoignage en justice, le témoignage d'une femme vaut le témoignage de 2 hommes. Donc bon voilà, c'est vraiment objectivement, c'est dans la loi islamique. Enfin, je veux dire, là c'est des choses vraiment objectives. Là on n'entend jamais les féministes dire quoi que ce soit là-dessus ou essayer de combattre. Alors je sais qu'il y en a quand même quelques-unes, mais je veux dire de façon globale par rapport au mouvement féministe, on n'entend pas grand-chose. Donc ça c'est une première incohérence. On voit aussi par rapport par exemple à la presse féminine. La presse féminine, voilà, tout ce qui est les magazines qu'on feuillette parfois chez le dentiste ou autre. La presse féminine montre toujours une image de la femme qui est finalement très dégradante, comme si la femme était un peu idiote, ne savait que s'intéresser à la mode, au dernier potin mondain, voilà, aux derniers produits de beauté sortis, etc. Et comme si elle n'était pas capable de réflexion, d'avoir un petit peu des articles de fond, etc. Donc il y a une presse spécialisée pour les femmes, comme si elle était vraiment, qui la rabaisse un petit peu. Puis évidemment, les images de la femme qu'on voit dedans, c'est vraiment la femme objet, la femme réduite vraiment à son corps. Et ça, les féministes ne semblent pas être... Alors ça, pareil, je crois que ça commence un petit peu. Parfois, les féministes commencent au bout, enfin, de je ne sais pas combien d'années, de dire que voilà, les publicités où on voit des femmes dénudées, etc., pour vendre, peu importe, quelque chose qui n'a aucun rapport avec les femmes, voilà, on commence à avoir des petites réactions, comme quoi c'est pas normal, mais bon, il leur a fallu vraiment du temps. Pareil, alors tout ce qui est libération sexuelle, tout ce qui est la pilule, tous les moyens de contraception, etc., pour libérer la femme, et en fait, elles ne se rendent pas compte que finalement, la femme devient l'esclave déjà de ses moyens de contraception, etc., même de sa sexualité par rapport aux hommes, et qu'elle devient vraiment juste un objet de plaisir, que c'est elle aussi qui porte tout le... Je veux dire, même là, d'un point de vue juste naturel, le bon sens, même quand on n'est pas catholique, par exemple, ça commence à venir aussi. On commence à avoir une petite rébellion par rapport à ça. Voilà, le fait que c'est la femme qui s'injecte avec la pilule plein d'hormones ou qui doit mettre un stérilet. Donc voilà, elle a un corps étranger en elle. Et ça, alors, c'est juste pour que l'homme puisse profiter d'elle tranquillement. Et ça, il n'y a pas de... Les féministes ne vont pas se dire, tiens, ça, c'est dégradant pour la femme. Là, la femme, elle est vraiment utilisée, elle est vraiment victime. Ça la réduit vraiment à une moins que rien. Là, pareil, ça commence à venir un petit peu toute une réflexion par rapport à la contraception, mais bon, c'est pas encore vraiment ça. Ça, je vous le disais aussi par rapport à la galanterie, par exemple, les féministes s'insurgent contre la galanterie. C'est un petit peu comme si
voilà, comme si un homme allait tenir la porte parce que j'étais pas capable de la tenir moi-même. Non, a priori, l'homme, s'il tient la porte, c'est juste pour montrer, voilà, pour montrer de la politesse, pour montrer que la femme est importante. C'est un peu une marque de respect aussi. Par exemple, dans les grands hôtels ou les grands restaurants, il y a toujours un portier, un voiturier, etc., qui ouvre la porte aux clients, hommes comme femmes d'ailleurs. Et jamais le client, il va dire non mais c'est bon, je sais l'ouvrir moi-même. Mais non, parce que c'est une marque de respect, etc. Voilà, on prend soin de la personne, on la met en valeur, etc. Et c'est exactement ce qu'est la galanterie. Et par contre, par exemple, quand il y a eu donc on reproche toujours aux hommes un petit peu voilà, d'être trop galants, parfois trop bienveillants envers la femme, comme si ça la diminuait. Et par contre, par exemple, c'est pareil, c'est Gabrielle Cluzel qui en parle dans son livre, quand il y a eu les attentats du Bataclan et qu'on a entendu beaucoup d'histoires d'hommes qui se sont vraiment mis sur les femmes pour les protéger, ou des hommes qui ont vraiment tout fait pour voilà, essayer de sauver les femmes, de les aider à s'échapper, etc. Là, ils ont vraiment eu leur instinct, voilà, leur premier instinct viril, entre guillemets, de protéger les faibles, donc les femmes, les enfants. Il y en a beaucoup qui se sont mis en danger pour sauver beaucoup de monde. Alors qu'ils auraient pu dire ah bah non désolé je te laisse te débrouiller, t'es mon égal, voilà maintenant t'as voulu l'égalité, voilà ils auraient pu en soi voilà aller jusqu'au bout du raisonnement féministe et faire ça, mais bon heureusement ils ont été un petit peu plus intelligents. Et alors là c'est Lucie Chauffret dans l'effroyable imposture du féminisme qui dit d'un côté les féministes poussent les femmes au travail en dénigrant leur rôle de mère et en faisant de l'indépendance financière une règle de vie. Et de l'autre, elle s'étonne de la déresponsabilisation des hommes envers leurs femmes et leurs familles. De même, elle pousse les hommes à materner, stigmatisant les hommes virils en les dépeignant comme d'affreux machos, mais elle s'étonne qu'en cas de divorce, les hommes revendiquent le droit de garde. Donc voilà, c'est toujours un peu, on va dire, le manque de logique féministe qui essaye toujours de lutter finalement contre leur propre nature. Et quand les hommes commencent un petit peu à se rebeller ou finalement à devenir de moins en moins virils, qu'ils aident de moins en moins, ou voilà, ils se positionnent moins dans leur rôle de protecteur, etc., là, ça commence à poser problème aux féministes aussi. Donc voilà un peu pour cette première partie. Je sais que ça fait déjà beaucoup d'informations, mais comme être antiféministe aujourd'hui, c'est vraiment politiquement incorrect, c'était un peu pour vous aider à décrypter toutes ces méthodes, en fait, pour ne pas vous laisser avoir ni par le lavage de cerveau, ni par la culpabilisation, ni par la victimisation. Voilà, vous aider un petit peu à analyser tout ça. Relever aussi quelques incohérences, c'est toujours intéressant parce que voilà, le féminisme a tous les droits dans les médias, etc. On ne peut pas critiquer, on ne peut rien dire, mais voilà, voir déjà, même s'il y a certains combats qui ont été justes et qui ont bien abouti, mais quand même relever quelques grosses incohérences pour voilà, mieux comprendre que cette idéologie est vraiment mauvaise en elle-même, en fait. Et dans cette deuxième partie, je voulais vous parler un petit peu vraiment on va dire des principaux combats féministes et un peu de la réponse qu'on pouvait leur apporter et surtout voir vraiment en quoi c'est vraiment intrinsèquement mauvais. Alors les principaux combats féministes, ça va être surtout sur l'égalité des salaires, ce qu'on entend le plus souvent en tout cas, l'égalité des salaires entre hommes et femmes, le droit à disposer de leur propre corps, donc avortement, contraception, PMA, GPA, etc. L'égalité stricte homme-femme, le droit au travail plutôt qu'à la maternité, et elle lutte aussi beaucoup contre les violences conjugales. Alors, je voudrais d'abord vous parler de un peu la théorie du genre. Les femmes, les féministes essayent vraiment c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, de libérer la femme d'elle-même, de la faire ressembler à l'homme, comme si pour avoir de la valeur, la femme devait ressembler à l'homme. Un peu comme si c'est humiliant d'être une femme, c'est un peu nul, voilà, c'est pas très intéressant, c'est pas très valorisant, donc allez, soyons des hommes comme ça, voilà. Elle nous pousse un petit peu à nous détester nous-mêmes pour devenir des hommes et pour voilà, leur ressembler, comme si c'était un échec d'être une femme, d'être une mère éventuellement, et elles veulent... libérer la femme d'elle-même, c'est vraiment un mensonge. Enfin, c'est aller contre la nature de la femme. Donc, forcément, ça va la rendre malheureuse. C'est vraiment voué à l'échec. Elle parle très souvent. Alors ça, j'aurais peut-être dû vous donner des citations, mais il y a vraiment des citations affreuses de féministes sur la maternité. Enfin, pour elle, vraiment devenir maman, c'est une aliénation. La maternité, c'est vraiment une prison. Il y a un très grand mépris également
par rapport au fait d'être femme au foyer, d'être maman, d'allaiter, d'aimer tout simplement sa famille, être chez soi, être mère, etc. Ça, c'est vraiment très, très décrié. Et quand on voit par contre les enquêtes, alors justement dans son livre, Lucie Chauffret, elle a fait quelques enquêtes, quelques sondages auprès de femmes vraiment de tous les milieux, pas forcément, d'ailleurs je crois même qu'il n'y a pas de catholiques dedans. C'est vraiment un sondage un peu global, et dans toutes les enquêtes, quand les femmes répondent, et toutes elles disent qu'en vrai, elles se sentent très frustrées de ne pas réussir à gérer le travail, la maternité, qu'elles ont du mal à faire face à tout, qu'elles aimeraient bien passer plus de temps avec leurs enfants, etc. Mais bon, que soit leur situation financière ne le permet pas, soit c'est tellement méprisé d'être femme au foyer aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment horrible. Que il y a beaucoup de femmes aussi qui, pour avoir une reconnaissance et un statut social, finalement, elles préfèrent travailler. Et les féministes promeuvent aussi beaucoup l'égalité des genres. Donc c'est vraiment ce que je vous disais sur la théorie du genre, c'est homme égale femme, dans le sens où l'homme et la femme sont vraiment interchangeables. L'un et l'autre peuvent être femmes, hommes, etc. Il n'y a pas de nature propre, alors qu'on sait toutes tous qu'il y a physiquement, psychologiquement, physiologiquement, on est différents, on a différentes sensibilités, une différente approche de la réalité aussi. Et ça, c'est vraiment... en plus, les féministes vont plus loin, elles veulent pas seulement l'égalité, mais elles veulent même la féminisation des hommes, et vraiment, comme je vous le disais au tout début, dans le mot féminisme, il y a vraiment cette idée de supériorité de la femme, comme si la femme était vraiment supérieure. Et elles confondent beaucoup l'équité et l'égalité. Donc l'égalité, on va dire, c'est un petit peu comme si tout le monde a la même chose et ça se ressemble pour tout le monde, alors que l'équité, c'est donner en justice à chacun ce qui lui revient. Donc, par exemple, l'égalité, ça serait donner à un enfant et à un adulte, donner la même, je dis n'importe quoi, un petit pot par exemple, on donne un petit pot au bébé, ça c'est son déjeuner, au bébé, à l'enfant, ça lui suffit, et on donne un petit pot à manger à un homme de 40 ans, parce que ça c'est l'égalité, ils ont strictement la même chose. Mais en fait, l'équité, être équitable, ça serait plutôt de donner à l'enfant son petit pot à manger, et à l'adulte une vraie portion d'adulte. Alors évidemment, si on regarde de l'extérieur, on peut se dire tiens, c'est injuste, parce qu'il n'y a pas la même portion dans l'assiette, mais en fait, chacun a ce qu'il lui faut, comme il lui faut, à la bonne, on va dire, l'enfant va être rassasié, l'homme va être rassasié. Et il faut vraiment voir les choses avec plus de recul, ce que les féministes ne font pas, justement. Elles veulent une égalité stricte, alors on est différents, hommes et femmes, on est différents. Bien sûr, on a la même dignité, la même dignité d'enfant de Dieu, mais on est différents, tout simplement. Donc on peut être égaux sur certaines choses, évidemment, il y a des choses qui sont communes quand même à l'homme et à la femme, mais de façon générale, on n'a ni les mêmes besoins, ni les mêmes devoirs, et ni les mêmes droits non plus. Et ça, c'est vraiment... Alors, je ne vais peut-être pas m'étaler dessus, parce que ça fait déjà 40 minutes que je parle, mais ça, c'est vraiment... Alors, je pourrais vous donner des sources si ça vous intéresse, mais dans tout ce qui était les ABCD d'égalité, donc c'était un programme d'enseignement pour promouvoir, je vous dis vraiment en très très gros, pour promouvoir un peu la théorie du genre dès les petites classes, en fait, pour que les enfants ne soient pas enfermés dans cette dichotomie homme-femme, et que vraiment ils soient libres, etc., et qu'ils ne se sentent pas enfermés dans un système. Ils essayent vraiment, ils positionnent toujours la femme par rapport à l'homme, en comparant la femme à l'homme, au lieu de considérer la femme pour elle-même, pour ce qu'elle est dans sa nature propre. Et ils essayent aussi de... Tout ce qui était, par exemple, par rapport au travail de la femme, on dit toujours les femmes sont moins payées que les hommes, mais en fait, toutes les études qui sont faites ne prennent pas en compte les métiers, par exemple, qui sont choisis. Très souvent, les femmes choisissent des métiers qui sont moins porteurs, où elles travaillent moins d'heures, où elles ont des métiers moins payés, mais parce que, c'est soit, par exemple, parce qu'elles veulent plus de temps avec leur famille, etc., soit parce qu'elles sont plus aussi vers des métiers souvent qui sont tournés vers autrui, plutôt des métiers du soin, alors que les hommes, très souvent... Pareil, c'est une généralité, c'est pas toujours le cas, mais très souvent les garçons sont plus portés vers des métiers pilotes ou militaires ou ingénieurs, des choses beaucoup plus où il y a plus de compétition, etc. Et où souvent c'est des métiers mieux payés que les métiers choisis par les femmes, tout simplement
Donc tout ce qui est... donc il ne faut pas être trop hâtif en conclusion en disant tiens, hommes et femmes ne sont pas payés pareil. Il faut un peu ne pas faire dire aux chiffres n'importe quoi non plus. Il faut aussi un peu essayer de voir ce qu'il y a derrière. Donc une des réponses qu'on peut apporter au féminisme par rapport à tout ce qu'elles disent par rapport à la théorie du genre, c'est vraiment accepter le fait que hommes et femmes sont différents et vraiment les remettre en perspective leur complémentarité. Voir que chacun a son rôle, chacun est fait différemment. Comme je le disais, chacun a d'abord ses devoirs et ensuite ses droits, mais en tout cas qui correspondent à sa vocation propre, à sa nature propre. Et on ne peut pas vouloir tout mélanger. Et du coup, d'ailleurs, je refais juste une toute petite aparté par rapport au pantalon, notamment pour les femmes. Le pantalon a été voulu, comme je le disais, elles veulent vraiment ressembler aux hommes. Le pantalon a été notamment promu vraiment par les féministes, donc avec Simone de Beauvoir, etc., à peu près à cette époque-là, quand elles voulaient justement montrer qu'elles étaient l'égale de l'homme et vouloir vraiment ressembler, gommer les différences. Et c'est aussi une des raisons, à part par rapport à la modestie et la décence, bien sûr, mais il y a aussi toute cette raison un petit peu idéologique pour laquelle on ne peut pas, j'allais dire un peu en âme et conscience, porter un pantalon ou penser qu'on peut être féminine en pantalon, parce que c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'était juste, je ferme la parenthèse, mais c'était pour le dire par rapport à ça. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, dont parlent très souvent les femmes, justement, c'était par rapport, après la théorie du genre, c'est tout ce qui est travail des femmes et maternité. On parle toujours du droit au travail, du droit de disposer de son propre corps. Voilà, si je veux d'abord faire ma carrière et ensuite avoir des enfants, avoir des enfants va m'empêcher de m'épanouir. Voilà, ça, c'est un peu le discours féministe. Alors, il y en a aussi beaucoup, comme disait Madame Madi, qui travaillent parce qu'elles sont obligées ou aussi tout simplement financièrement. Sait-on jamais si le mari est au chômage ou si elles sont seules. Il y en a beaucoup aussi pour raison de sécurité, parce qu'on n'a plus tellement de sécurité à l'heure actuelle par rapport au fait qu'on aura toujours un mari qui travaillera ou qui pourra nourrir la famille. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les féministes, elles vont présenter ça comme c'est injuste. Depuis la nuit des temps, les femmes n'ont pas le droit de travailler, alors que pas du tout. Les femmes ont toujours travaillé. Alors, par contre, ce n'était pas forcément rémunéré. Mais en tout cas, les femmes ont toujours travaillé. Donc, on le voit un petit peu dans la femme au temps des cathédrales, qu'elles sont vraiment dans leur domaine, qu'elles s'impliquent dans beaucoup de... Même parfois un peu au niveau politique, etc. Elles sont vraiment très actives. Elles vont... et pas que les travaux des champs, d'ailleurs. Il y a vraiment aussi médecine, etc. Et donc la femme a toujours travaillé, elle faisait aussi beaucoup pour les pauvres, comme l'a dit Ménéhoud aussi ce matin. Et en fait, ce qui est déjà, c'est avec le code civil et la révolution qu'elles ont beaucoup perdu à ce niveau-là, beaucoup d'indépendance entre guillemets qui a été perdue. Et en fait, ce qui est très grave surtout, c'est d'essayer de persuader les femmes que seul le travail à l'extérieur compte et que le travail, entre guillemets, le travail au foyer, parce que c'est vraiment un travail, n'est pas important. Donc là, on essaye vraiment de faire primer l'égoïsme, de dire aux femmes, vous serez plus heureuses, plus épanouies à l'extérieur qu'à la maison. Quand on voit l'image que donne la société aussi, c'est sûr que ça donne pas très envie. Alors, dans nos milieux, la plupart du temps, on a des bons exemples. La plupart du temps, nos mamans, elles étaient au foyer ou elles étaient là. On a des bons exemples de mamans qui sont qui épanouies dans leur foyer, qui papa travaille, maman est à la maison, ça se passe bien, maman est heureuse, etc. Et c'est vrai que nous, ça nous fait des beaux modèles, mais on est dans une société où ça n'existe plus beaucoup. Et comme les médias disent un petit peu tout le temps, les femmes qui sont à la maison, c'est les femmes qui se font entretenir par leur mari, ou alors c'est celles qui sont paresseuses, ou c'est celles qui peut-être qui sont bêtes, trop bêtes pour faire des études ou pour travailler. Donc c'est vrai que l'image qu'on en donne, on se dit, si je suis à la maison, peut-être que je vaux rien. Et comme on n'a aucun statut, aucun salaire, rien, même pas forcément financier, mais aucune reconnaissance, voire même plutôt du mépris, forcément il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent ou qui se sentent très mal d'être chez elles. Alors qu'on sait très bien qu'une femme produit beaucoup plus de richesse en restant dans son foyer, en fait, finalement, qu'en étant à l'extérieur, que ce soit pour tout ce qui est l'entraide entre les familles, entre les différentes générations. La femme fait beaucoup, si elle travaille, finalement, elle va devoir payer une nounou pour garder ses enfants, puis elle ne va pas forcément avoir le temps, par exemple, de faire des bons petits plats faits maison. Donc il y a aussi tout ce qui est santé, etc., qui va s'en faire ressentir. Puis la maman va être plus fatiguée si elle travaille, etc., etc. Enfin, après, il y a
beaucoup de conséquences vraiment mauvaises aussi pour la famille. Et là, j'ai une citation, mais je ne sais plus si je crois que c'est Gabrielle Viala aussi qui en parle, et qui disait dans son livre « Recevoir le féminin », « Seules quelques âmes féminines généreuses échappent à ce courant utilitariste et savent reconnaître dans leurs consoeurs au foyer une richesse sociale inestimable. Elles comprennent qu'il y a là aussi une valeur économique non prise en compte, éducation, prévention en matière de santé, cohésion sociale, générosité intergénérationnelle bénévole, etc., etc. » Donc vraiment, il faut voir aussi ce côté au foyer qui a beaucoup de valeur et qui ne devrait pas du tout être dénigré. Ça, je vous en ai parlé un petit peu dans la partie d'avant par rapport aux différences de salaire. Et il faut savoir aussi que les femmes, ça c'est vraiment un raisonnement qui est connu, que les femmes ont été introduites dans, on va dire surtout je pense au début du siècle et tout, dans les usines, etc. Parce qu'en fait, c'était de la main-d'œuvre qui était moins chère et qui permettait d'employer à moindre coût, puisque les femmes n'ayant jamais ou pas beaucoup travaillé vraiment avec un salaire, etc., quand elles ont été introduites sur le marché du travail, finalement, c'était de la main-d'œuvre qu'on n'était pas obligé de payer énormément. Ça fait aussi énormément de concurrence par rapport aux hommes. Maintenant, comme il y a beaucoup plus de personnes sur le marché du travail, les hommes aussi peuvent avoir plus de mal à trouver un travail ou à être mieux payés. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Et donc là, la réponse un peu à apporter au féminisme, c'est vraiment le fait de ne pas se rebeller contre sa propre nature et contre notre vocation vraiment particulière. Essayer de vraiment se dire que... Alors, toutes les femmes, après, ne sont pas appelées à la maternité physique. Il y en a qui vont être religieuses, il y en a qui vont rester célibataires. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, ça peut être une maternité spirituelle, mais en tout cas, la maternité devrait vraiment être revalorisée et ne pas avoir peur de se dire, moi, si je veux être maman, il n'y a pas de problème et j'ai pas à culpabiliser en me disant, ah zut, je suis entretenue par mon mari, ou tiens, la société va vraiment me considérer comme une moins que rien. Si c'est le cas, de toute façon, c'est la société qui a tort et c'est comme ça. C'est pas pour autant qu'il faut pas essayer, disons, de chercher une réponse ou de la reconnaissance dans un monde qui, de toute façon, a perdu tous ses repères. Une société qui est vraiment sans Dieu, comme on le disait avec la conférence de ce matin, qui est presque redevenue barbare, finalement. Donc ça sert à rien d'essayer de prendre comme repère le monde qui, de toute façon, va mal. Il faut plutôt voir la nature, le bon sens par rapport à notre foi aussi. Et rester se positionner vraiment bien par rapport à ça. Quand on a plus de droits, ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus heureux. Là, on a l'impression un peu que les féministes font un peu elles comptent un peu, elles cochent pour savoir il y a le plus de droits possible en grande quantité. C'est leur grand truc, c'est vraiment de comparer toujours l'homme, la femme, qui a le droit à quoi, qui a été opprimé le plus longtemps sur quel sujet. Enfin, c'est vraiment comptabiliser tout le temps un peu de façon mesquine, alors qu'on ne peut pas vraiment faire ça puisque on est tous les deux, hommes et femmes sont différents. Comme je vous le disais, c'est vraiment une égalité un peu factice, superficielle, qui est fabriquée de toutes parts et qui finalement ne veut rien dire. Et plus l'homme et la femme vont s'éloigner de leur nature et de leur devoir fonctionnel, plus il va y avoir de problèmes dans les couples, dans les familles et donc évidemment dans la société de façon générale. Donc, un peu pour conclure cette partie, pour vous dire que ça ne sert à rien de tenir des comptes ou d'essayer de savoir qui a tort, qui n'a pas tort, qui a fait le plus de mal à l'autre, etc. C'est plutôt dépasser un peu tous ces clivages, toutes ces vieilles querelles et travailler ensemble pour le bien commun dans la complémentarité et le respect de notre nature finalement. Et pour commencer cette troisième partie un petit peu sur les remèdes qu'on peut apporter au féminisme à l'heure actuelle, je voudrais commencer par une citation de Simone de Beauvoir. Donc vous vous souvenez, Simone de Beauvoir, donc l'une en tout cas un peu la leader du mouvement féministe des années 50-60, donc qui avait écrit Le deuxième sexe. Elle disait donc quelques années plus tard, en 1978, la situation des femmes n'est pas meilleure qu'avant. Donc qu'avant tous les mouvements de libération de la femme. Il s'en est résulté une agressivité et une hostilité de la part des hommes et une augmentation du nombre de viols. Les viols sont devenus si fréquents que plus une femme ne se sent à l'aise dans Paris.
Donc voilà, elles-mêmes avaient reconnu un petit peu l'échec j'allais dire tout simplement de leur méthode, mais aussi finalement je pense, bon là elle parlait plutôt de sa méthode et pas tellement du fond, mais voilà, elle-même reconnaissait que la situation des femmes n'est pas meilleure qu'avant. Au contraire, voilà, les tensions ont augmenté. Et ce qu'elles considéraient avant comme des injustices ou comme voilà, le patriarcat oppresseur, finalement, elles se sont rendues compte, je pense, au bout de quelques années, que finalement, l'oppression, elle arrivait vraiment après. Avant, c'était juste, voilà, hommes et femmes avaient chacun un peu leur place et rester, voilà, se respecter, etc. Alors que maintenant, il y a vraiment une espèce de tension, de compétition entre l'homme et la femme qui n'a pas lieu d'être, d'ailleurs. Et toutes ces différences, on va dire, qui sont vraiment de notre nature, nos différences, la différence entre l'homme et la femme, c'est une réalité, mais les féministes le transforment en fait en une inégalité, mais inégalité à sens unique. Donc c'est juste, voilà, c'est les différences, c'est la femme en est victime, mais par contre on va pas dire tiens l'homme lui il n'arrive pas à faire ci ou ça, ou dans tel domaine il a moins de compétences naturelles, la femme est meilleure pour ça. Ah bah il va pas les hommes disent jamais bah voilà je me suis fait avoir, c'est injuste pour l'homme. Non, voilà, c'est juste qu'on est différents. On a chacun des compétences différentes. Et voilà. Alors que là, les féministes l'utilisent vraiment pour dire que c'est une... Comment dire oui, elles sont victimes d'une injustice, tout simplement. Et donc, opposer hommes et femmes ne peut que conduire à voilà, détruire la société, comme je le disais. Et c'est Gabrielle Cluzel, donc dans Adieu Simone, qui disait « Le féminisme a voulu libérer la femme d'elle-même et en ce faisant, il a nié. » Donc le féminisme nie finalement la femme. Et l'une des réponses que l'on peut apporter, au lieu de détruire le féminin, il faut vraiment le revaloriser. C'était Goethe qui disait « L'éternel féminin nous tire vers le haut ». Et quand je dis revaloriser la femme, ça ne veut pas dire la mettre sur un piédestal, l'encenser, dire que la femme, oh, c'est la meilleure, sans la femme, le monde n'est rien, etc. Mais c'est vraiment plutôt redonner juste sa juste valeur et sa juste place. Là, on dénigre beaucoup le féminin et on a l'impression qu'il y a juste le masculin qui... Enfin, en tout cas, dans la vision féministe, que voilà, si on est un homme ou si on ressemble à un homme, là, on a de la valeur et c'est bien. Par contre, être une femme, être mère, alors là, n'en parlons même pas, c'est encore moins bien. Et voilà, là, c'est juste redonner ses lettres de noblesse un peu à la femme, être une vraie femme qui reste à sa place, qui voilà, reste un peu dans son rôle de femme, tout simplement. Et parfois, c'est vrai que la vocation de la femme demande beaucoup d'effacement, parfois beaucoup d'humilité, beaucoup voilà, de patience. Parfois, c'est un petit peu... ça peut être parfois difficile, mais je pense que voilà, l'homme aussi, c'est pas non plus de tout repos, tout ce qu'il doit faire. Mais voilà, il faut vraiment se dire, c'est notre vocation, et si on le nie, on sera vraiment malheureuse. Et voilà, c'est vraiment le fait, comme disait... Alors, je ne sais plus dans quel évangile, mais la vérité nous rendra libres. C'est un peu pareil. Là, c'est vraiment être femme et vraiment respecter notre nature. Donc finalement, c'est une certaine vérité, quoi, être vrai par rapport à soi. C'est ça qui va nous donner la vraie liberté. Et c'est pas de ressembler aux hommes, de prendre la pilule, de travailler, ni quoi que ce soit. Je pense qu'on peut aussi faire vraiment attention. C'est encore peut-être un petit peu tôt pour vous, mais ne pas oublier par rapport à l'éducation des enfants, filles comme garçons. Voilà, je pense que il faut vraiment leur apprendre et réapprendre voilà, la complémentarité homme-femme, leur apprendre aussi à être reconnaissant voilà, pour ce qu'ils ont reçu. Chacun reçoit ses dons, chacun reçoit certains talents et à nous de les faire fructifier. Il faut avoir de la reconnaissance pour le fait d'être des femmes, sans pour autant ni considérer l'homme un peu voilà, le materner, le considérer comme un petit bébé, etc., comme un être faible. Pas non plus se sentir supérieur à lui ni voilà, se mettre au-dessus de lui. Il faut vraiment être comme une sentinelle qui est fidèle, qui reste à sa place, qui permet à l'homme aussi on va dire de tenir son rôle, d'être viril, d'être voilà, un époux, père, etc., défenseur, protecteur. Voilà, lui permettre de remplir sa mission en ayant notre appui, justement, en tant qu'épouse. On peut être tout à fait soumise sans être potiche, ni esclave. On peut être douce sans être idiote. On peut être intelligente sans être méprisante. Donc voilà, c'est pas dire
allez la femme, on se met en valeur, pleine d'orgueil, on reprend notre place, vive la femme, on est les meilleurs. C'est pas du tout ça, c'est vraiment en restant à notre place, assumer et aimer notre féminité tout simplement, ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, être vraiment sujet de nous-mêmes plutôt que femme-objet, parce qu'on essaye de rendre la femme comme un objet. Et voilà, essayer d'être vraiment sujet de nous-mêmes, savoir un peu s'élever au-dessus de nous-mêmes, toujours chercher à devenir meilleur, accepter notre nature et essayer de la sublimer. Si par exemple on est obligé de travailler pour des raisons matérielles ou autres, ça ne doit pas nous empêcher en fait d'oublier notre maternité, d'oublier notre rôle et notre vocation profonde, et essayer vraiment de mettre en avant nos spécificités. On aime l'homme, on l'admire, pas comme les féministes justement qui dénigrent un petit peu les hommes et qui les traitent un peu comme des moins que rien. Nous, voilà, redonner sa place à chacun, et on a tous des avantages, des inconvénients, des choses plus ou moins difficiles selon notre nature, mais en tout cas, voilà, on peut travailler ensemble aussi pour le bien déjà de la famille, mais aussi de la société. Et en deuxième remède contre le féminisme, ça serait vraiment de prendre Notre-Dame comme modèle pour toutes les femmes. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire la Sainte Vierge, c'est plus vraiment notre époque, elle c'était pas du tout pareil, etc. Alors que toutes les vertus mariales peuvent finalement être vraiment un exemple pour nous et nous aider. Quand on pense quand même que la Sainte Vierge était la créature la plus parfaite, la mère de Dieu, la mère du Messie, et que en fait elle était à la maison et elle s'occupait du petit Jésus, elle lui faisait prendre son bain, elle changeait ses couches, enfin voilà, il n'y avait rien de transcendant, j'allais dire. Elle n'a pas fait des choses, en tout cas dans toute la partie vie cachée, elle n'a pas fait des choses éclatantes, on va dire. En tout cas, je veux dire, aux yeux du monde, ça pouvait peut-être paraître des choses tout à fait basiques, mais finalement, voilà, elle a su rester à sa place. Elle a su, avec beaucoup de patience, d'humilité. On peut aussi lui demander la persévérance, la pureté, le sacrifice de soi-même, savoir ne pas toujours se mettre en avant. Là, comme je vous le disais, le féminisme essaye un peu d'extérioriser la femme, de la rendre égoïste, de lui faire passer son propre plaisir, son instinct un peu de jouissance ou de plaisir au-dessus finalement de ce qui compte vraiment, de la rendre égoïste, alors que la Sainte Vierge peut vraiment nous aider à cultiver notre vie intérieure, notre vie de prière, apprendre à rayonner l'amour de Dieu. Et c'était dans l'imitation de la Bienheureuse Vierge Marie de Thomas Kempis. Il y a une très belle citation qui dit « L'amour de Marie apprend à mépriser le monde et à servir Dieu dans l'humilité. L'amour de Marie éloigne toujours du mal et toujours ramène à pratiquer le bien. » Donc on est dans le monde, ça on n'a pas le choix, on est dans cette société-là à ce moment-là, mais on peut être dans le monde sans être du monde, comme le disait, comme c'est dans Saint Jean, non ? Saint Jean 17 ? J'avais Saint Jean 17, 14, mais... être dans le monde sans être du monde. Oui, j'avais Saint Jean 17, 14, ouais. Chapitre 17, verset 14. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut vivre comme en autarcie ou comme vraiment à part, mais on peut être dans le monde sans pactiser avec le monde et en gardant un peu vraiment nos principes, aimer notre féminité, la voir comme un cadeau de Dieu et chercher toujours à faire fructifier nos talents et tout ce qu'on a reçu, savoir aussi le redonner aux autres avec beaucoup de générosité. Et pour conclure, parce que ça fait déjà un peu plus d'une heure, juste vous redire que le féminisme essaye d'extérioriser la femme, de l'hypersexualiser, ou en tout cas de la rendre vraiment comme un objet de plaisir, la faire partir de son foyer. Tout le combat, toutes les attaques féministes ont des conséquences sur la femme, l'homme, la société tout entière. Et finalement, la plupart sont malheureuses parce qu'elles luttent contre leur propre nature. Donc ça peut vraiment pas être leur chemin de bonheur. L'homme et la femme sont différents et le fait d'être chacun à notre place ne va pas ruiner la société et bien au contraire, ça va être la base d'une société saine et qui va pouvoir vraiment avancer vers le bien. Et pour conclure, je vous citerai une
des petites phrases de Joseph de Maistre qui disait « Les femmes ne sont nullement condamnées à la médiocrité. Elles peuvent même prétendre au sublime, mais au sublime féminin. Chaque être doit se tenir à sa place et ne pas affecter d'autres perfections que celles qui lui appartiennent. L'erreur de certaines femmes est d'imaginer que pour être distinguées, elles doivent l'être à la manière des hommes. » Donc voilà, ça résume bien le fait qu'on peut prétendre au sublime, mais au sublime féminin, en restant à notre place. Et je pense que voilà, la vraie féminité est vraiment la réponse au féminisme actuel. Et essayons vraiment de ne pas nous laisser ni contaminer, parce que parfois c'est des petites choses assez insidieuses, et ni nous laisser culpabiliser tout simplement, parce que parfois on se sent vraiment un peu mal, ou on a l'impression que bah oui c'est vrai, je suis obligée d'être féministe, alors que voilà, pas du tout. Et j'espère que vous aurez retenu certains arguments, certaines méthodes pour pas vous laisser influencer et pour voilà, continuer à rester droite et tout simplement féminine. Voilà.